Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Comme chaque week-end, on fait le point sur les marchés, le CAC 40, les différents indices, les matières premières et puis les actions qui, du coup, sont pas trop des opportunités actuellement. Il y en a quelques-unes, bien entendu, mais voilà, aujourd'hui, en fait, on va se dire à peu près comme le week-end dernier. Alors, je sais plus ce que j'ai dit dans l'académie, ce que j'ai dit ici dans les vidéos pendant le week-end. Bref, on va se répéter parce que c'est exactement la même chose et quelque part, c'est juste le scénario qui petit à petit se met en place. Donc, c'est toujours pareil, quand ça se met à baisser, quand ça se met à être volatile, il y a la panique, on jette le bébé avec l'eau du bain. Et puis bien entendu, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on croit que ça va baisser encore plus. Et donc on se dit, bah non, je n'achète pas tout de suite parce que potentiellement ça va baisser encore plus. Donc en gros, quand on était négatif, quand on était sur les 6000 points, on avait beaucoup de personnes qui étaient négatives et qui se disaient ben, on va revenir sur les 5005. Dès qu'on est sur les 5005, on dit ben, on va aller sur les 5002. Dès qu'on est sur les 5002, on dit on va aller à 5000, 4900. Et dès qu'on sera à 5000, 4900, si on y va, eh ben, il y aura tout un tas de gens qui vous diront 4007, 4005, 4004. Donc c'est toujours la même chose en fait. Et bien entendu, que jusqu'à preuve du contraire, le marché est baissier, en tout cas à court et moyen terme. À long terme, il demeure haussier encore et le gros carrefour est d'ailleurs sur cette zone des 4900 points. Donc, l'idée que je veux faire passer, c'est pas l'idée de dire on achète tous les supports. L'idée, c'est juste de se dire que la problématique majeure, c'est qu'on a toujours peur que ça baisse plus. Et parce qu'on a toujours peur que ça baisse plus, eh ben, on n'achète pas. Bien entendu, le but là, c'est pas d'anticiper, c'est-à-dire, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est de bien connaître son profil. Il y a des personnes qui veulent faire du moins de risque, il n'y a pas de signaux d'achat. Mis à part sur les valeurs coronavirus, vous avez Eurobio, Biocinex, Pharmasimple, on va en voir quelques-unes. Après, attention, il y a tout ce qui est UV Germi, Novacite, Intrasense et compagnie. Ça, ce sont des valeurs un peu plus volatiles, très spéculatives. Donc, vous avez différents choix. En effet, bon, cette semaine, il y a eu pas mal Visiomed aussi. Donc, voilà, pour les traders de court terme, en mode spéculateur, faire des allers-retours, etc., sur des configurations qui, en effet, sont spéculatives, mais qui reste moins de risques. Voilà. Alors actuellement, malheureusement, il n'y a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent. Et donc ça, c'est pour un profil qui va dire, moi, soit je décide d'acheter une configuration graphique qui est moins de risque, même si c'est spéculatif, j'adapte ma taille de position en conséquence, ou alors, j'ai pas grand-chose à me mettre sous la dent. Et après, il y a l'autre casquette, qui est la personne un peu plus fondamentaliste, qui se dit, moi j'achète du rendement, j'achète une valorisation, et j'achète une sous-valorisation, même sur un paquet de cap. Et donc, comme j'ai une certaine profondeur de portefeuille, je peux me permettre d'acheter mes positions au fur et à mesure, de lisser mon prix de revient. Et bien entendu, cet argent, il ne faut pas que j'en ai besoin, puisque je sais très bien que potentiellement le marché va continuer de baisser éventuellement pendant quelques semaines, quelques mois, on n'en sait rien. Mais je sais qu'à un moment donné ou à un autre, j'aurai un rebond, plus ou moins court, moyen terme. Mais je sais qu'en gros, quand j'achète du Total à 37 € aujourd'hui, je sais que je vais m'y retrouver à un moment donné. Est-ce qui ne veut pas dire que Total ne va pas aller à 35 ou ne va pas aller à 30? On n'en sait absolument rien. Dites-vous toujours que quand vous avez les soldes comme ça, c'est toujours pareil. J'ai coutume de dire quand c'est les soldes, en fait, il n'y a qu'en bourse où tout le monde déserte le magasin. Mais il faut comprendre également que dans les soldes, vous avez plusieurs démarques. Si vous faites du all-in sur la première démarque, la deuxième démarque et la troisième démarque, si elles arrivent, elles risquent de vous faire mal et émotionnellement, ça risque d'être très difficile, très délicat justement de gérer la position. Donc il faut avoir la capacité de gérer ces positions-là. Et donc quand on achète ce genre de valeur-là d'un point de vue fondamental, d'un point de vue moyen-long terme, pour du rendement et pour lisser un prix que l'on sait peut-être qui est déjà sous-valorisé, qui donc dans le futur, on s'y retrouvera plus ou moins, il faut savoir d'ores et déjà qu'il va falloir accepter de voir ces positions-là en moins-value latente pendant X temps. Et ça, si vous n'êtes pas préparé, on a beau vouloir faire des fondamentaux, on a beau vouloir faire du moyen-long terme et acheter des valeurs en se disant c'est des belles valeurs et je ne les ai pas payées cher, quand on continue à prendre moins 3, moins 5, voire moins 10, même sur des valeurs qui étaient sous-valorisées et qui donc deviennent encore plus sous-valorisées, une deuxième démarque, même si vous êtes fondamentaliste moyen-long terme, il y a beaucoup de personnes qui craquent, beaucoup de personnes qui ne peuvent pas soutenir ce genre de moins-value-là. Pourquoi? Parce qu'elles sont rentrées trop tôt, trop fort, et surtout,
en se disant qu'elles achètent une bonne valeur, etc., mais en n'étant pas préparées à ce qu'une bonne valeur, une bonne affaire puisse en devenir une encore meilleure, puisqu'une valeur sous-valorisée peut devenir encore plus sous-valorisée en continuant de baisser. Hein, on reste dans des tendances baissières. Donc ça, c'est le premier niveau, le premier point qui pour moi est important, c'est toujours cette différenciation des profils, bien savoir qui vous êtes, bien savoir ce que vous faites. Et pour la majorité d'entre vous qui sont plus en mode suivi de tendance, eh ben, il faut accepter que, mis à part quelques spéculations, et si vous ne voulez pas avoir des actions volatiles, spéculatives, eh ben, en ce moment, c'est plutôt du mode attente, du mode observation. Et c'est d'autant mieux, hein, puisque les bonnes valeurs sous-valorisées continuent de chuter, continuent d'être encore plus sous-valorisées, donc vous ferez une encore meilleure affaire quand vous aurez l'alignement des planètes. Et l'alignement des planètes, c'est quoi? C'est tout simplement quand on va commencer à avoir une première réaction, un rebond, la consolidation qui va se mettre en place, la construction. Et la sortie par le haut de cette congestion-construction. Et là, ça sera votre signal en mode suivi, en mode moindre risque. Hein. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera, potentiellement vous aurez des faux signaux, etc. Mais au moins, vous ne serez pas dans le doute, vous aurez des repères. C'est-à-dire que très rapidement, vous pourrez ressortir de votre plan puisqu'il sera caduc et donc vous aurez une perte minime. Alors qu'aujourd'hui, quand on achète des supports qui ne tiennent pas, c'est beaucoup plus difficile derrière émotionnellement de savoir couper, derrière de renforcer, et plus vous renforcez la position, plus la position grossit, et plus vous tombez amoureux et vous vous accrochez à cette position, et il devient de plus en plus compliqué d'en sortir derrière. Donc n'hésitez pas également de rentrer en plusieurs fois et surtout de sortir en plusieurs fois. C'est ce que j'ai fait cette semaine également, c'est de rentrer en plusieurs fois, et quand ça n'allait pas contre moi, d'alléger au fur et à mesure les positions, c'est-à-dire de garder un fond de position, mais d'alléger au fur et à mesure cette position-là et de la reprendre ainsi de suite. Comme ça, on optimise le prix de revient. On fait quand même des pertes, mais on fait moins de pertes, hein, et derrière, on optimise le prix de revient, et sur un rebond, on peut aussi s'en sortir, on va dire. Par contre, ça, c'est très usant, c'est très fatigant à faire. Ça demande également de la bouteille, de l'expérience, mais même avec de la bouteille et de l'expérience, hein, je vous le dis, le moindre risque, hein, c'est nettement plus zen, nettement plus cool, et surtout beaucoup plus lucratif. Donc clairement, ça c'est du mode un petit peu rattrapage quand on s'est un petit peu planté et quand on a eu le mauvais timing, etc. Donc on fait du mode rattrapage comme ça avec des allers-retours de trading de très court terme. Mais clairement, c'est pas ce que je vais recommander à la majorité d'entre vous, et c'est même pas ce que je recommande pour moi-même, parce que je sais très bien, j'ai donné pendant des années, et je sais très bien que c'est super fatigant, super usant, et que tout simplement ça ne vaut pas la chandelle. À la limite, il vaut mieux louper le premier rebond, qui sera potentiellement très très fort, mais il vaut mieux le louper et derrière attendre que les constructions congestion se fassent. Ceci étant dit, il y a derrière plein de personnes qui me disent, alors la semaine dernière c'était me dire on est à 5005, on va aller 5000, c'est la fin du monde, etc. Aujourd'hui, on est à 5100, les gens parlent de 4005, voire moins, hein. Il y a déjà des personnes qui parlent de 2000 points. Mais l'idée, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'il vous faut vous dire? Beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, mais Julien, tu te rends compte, ça ne peut être que pire. » Donc, c'est-à-dire, tout ce qu'on a baissé pour le moment, ça ne peut être, les choses, il ne peut y avoir que plus de cas aux États-Unis. Potentiellement, ils n'ont pas les moyens médicaux, etc., de pouvoir juguler quelque part, de mettre en quarantaine et donc de pouvoir réduire l'impact derrière. Donc, ils vont fermer des écoles, ils vont finir peut-être par fermer des sociétés, on n'en sait rien, fermer des usines, etc., s'ils n'arrivent pas justement à gérer l'explosion du nombre de cas. Ok, on n'en sait rien. On peut se dire que de toute façon, les États-Unis éviteront peut-être de se tirer une balle dans le pied, mais au bout d'un moment, voilà, ça sera peut-être nécessaire. Mais l'idée, vraiment, c'est de vous dire, les marchés anticipent. Les marchés, ils anticipent toujours. C'est-à-dire que la baisse que nous avons connue, là, on a quand même perdu 1000 points sur le CAC 40. On a perdu 1000 points en ligne droite, hein, avec un petit rebond intermédiaire. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est le marché, là, il a perdu 1000 points. Mais si les choses s'enveniment, est-ce que dans cette perte de 1000 points, ce n'est pas déjà intégré? Est-ce que le marché n'a pas déjà... est-ce qu'on n'est pas déjà en train de pricer que des entreprises européennes ou américaines vont devoir justement... potentiellement faire du home office, bloquer un petit peu quelques usines, travailler, faire du chômage technique, travailler à mi-temps, etc. Bref, tout un tas de mesures de quarantaine ou de mesures de précaution.
Et là, la seule question à se poser, du coup, c'est pas se dire est-ce que ça va empirer, puisque quelque part, on sait très bien que le nombre de cas va continuer à croître, donc on va continuer d'observer ça. Mais est-ce que le marché ne l'a pas déjà pricé? Donc c'est ça. Et qu'est-ce que le marché a déjà pricé? Est-ce que le marché, il a pricé uniquement le fait que, ok, pendant un mois, pendant le prochain mois, en gros, ça va être compliqué, le premier trimestre, deuxième trimestre vont être compliqués pour les sociétés, mais on price, je ne sais pas, 10%, 15% de pertes, etc. Ou est-ce que le marché il est déjà en train de pricer, voilà, la récession qui va arriver derrière, potentiellement, comme on l'a dit, la problématique du coronavirus, c'est pas simplement le virus, c'est pas simplement la récession qui risque d'arriver derrière, c'est potentiellement également tous les cadavres dans les placards qui risquent de sortir, parce que vous le savez bien, hein, c'est comme tout schéma de Ponzi, etc. C'est quand vous avez un manque de nouvelles liquidités, un manque de nouveaux entrants, que c'est là où les systèmes s'effondrent et c'est là où on découvre justement les différents problèmes. Et donc c'est ça, clairement, aujourd'hui le risque, potentiellement qui peut devenir systémique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais potentiellement qui peut avoir un effet domino. Alors là, c'est de la pure anticipation. Est-ce que le marché est en train de pricer ça? Moi, je ne pense pas que le marché est en train de pricer ça. Je pense que le marché est en train de très bien pricer, déjà actuellement, l'impact économique sur les sociétés du coronavirus et surtout, tout simplement, de la précaution de tous les pays qui est de pouvoir mettre en quarantaine et de bloquer derrière éventuellement quelques usines, quelques transports, etc. Donc ça, vraiment, on est en train de pricer. Et qu'est-ce qui peut arriver? Et c'est là où il faut bien comprendre, c'est-à-dire que la semaine prochaine, on peut potentiellement continuer à avoir des mauvaises nouvelles. Et potentiellement, le marché ne baissera pas. Ce qui fera dire à beaucoup de personnes, le marché est irrationnel, on n'a que des mauvaises nouvelles, et pourtant il arrête de baisser et il rebondit. Mais ça voudra potentiellement dire que cette semaine, on a déjà anticipé et pricé le pire, entre guillemets, le pire. C'est ça la seule question à se poser finalement. Et la réponse est très difficile à donner, bien entendu. On ne sait pas aujourd'hui si le marché est en train de pricer le pire. C'est clair et net pour moi. Mais est-ce qu'il est allé au bout justement de ce priçage ou est-ce qu'il en a encore du grain à moudre? Et derrière, ce qui fait que quand le risque va être avéré, c'est toujours pareil en bourse, on anticipe le risque. Et quand le risque est avéré, en fait, il n'y a plus personne, toutes les personnes qui ont voulu vendre, toutes les personnes qui avaient besoin de vendre parce qu'elles ont eu peur du risque, et bien quand le risque est avéré, il n'y a plus personne pour vendre. Parce que tout le monde l'a anticipé. On n'attend pas justement que le risque soit avéré pour vendre. Donc c'est là où il faut bien comprendre justement que le marché anticipe, que l'on dégringole et que donc pas forcément, il ne faut pas se dire, il ne faut pas avoir cette réflexion, se dire comme les choses vont empirer, le marché va continuer de baisser. Parce que ce n'est pas forcément vrai. Parce que si le marché a déjà pricé le pire et que le pire n'arrive pas, ou que le pire arrive mais c'est déjà pricé, eh ben vous avez potentiellement un rebond qui va se mettre en place. Et ce n'est pas irrationnel et il ne faudra pas derrière venir dire « Ah oui, mais le marché remonte alors qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles ». Dites-vous toujours que le marché anticipe. Alors, je pense que je l'ai bien assez répété. À partir de la semaine prochaine, on va avoir également un paquet de résultats qui vont tomber. Alors, c'est des résultats 2019, bien entendu. La majorité seront bons, puisque 2019 était une bonne année, mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est les perspectives qui seront données, puisque c'est clair et net. Alors, on a eu pas mal de profit warning, mais pas tant que ça. Alors, est-ce que les PDG attendent justement les résultats 2019 pour pouvoir faire un état de lieu? Moi, je pense en fait que personne ne sait calculer précisément l'impact du coronavirus. Donc tout le monde navigue à vue et c'est pour ça également qu'il y a ce manque de visibilité. Et qui dit manque de visibilité dit que le marché en fait il est en train de pricer le pire et jette le bébé avec l'eau du bain. Et uniquement quand on va commencer à certainement atteindre les pics épidémiques dans les différents pays occidentaux, on va pouvoir avoir des entreprises qui vont pricer un petit peu mieux justement le risque et combien ça va leur coûter. Et là, le marché va se dire, bon voilà, moi j'ai fait dégringoler la capitalisation de cette valeur-là de 30 ou 50%. Et en fait, aujourd'hui, je vais plutôt anticiper que cette valeur-là ne va perdre que 10 ou 15% de capitalisation. Donc du coup, élastique tendu en mode inverse, quand vous tendez l'élastique, vous le lâchez et derrière, le marché va également s'ajuster par rapport à ce qu'il aura potentiellement surpricé par rapport au risque. Donc là, derrière, ou potentiellement sous-pricé également, puisque ça peut être pire. On avait déjà parlé également, là, le point d'orgue, vraiment, et on avait parlé, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 semaines, c'était le temps.
combien de temps ça prend. Parce que plus on bloque les économies, plus on met en quarantaine, etc., et plus on se tire une balle dans le pied. C'est-à-dire que les gouvernements doivent faire justement le maximum, le plus drastiquement, comme a fait la Chine, mais pour essayer de bloquer justement l'épidémie le plus rapidement possible. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas bloquer comme ça l'économie éternellement. On peut le faire pendant 1 mois, pendant 2 mois, mais après c'est très compliqué. Et c'est d'ailleurs le risque premier d'avoir différentes vagues, parce que là tout le monde va croire que le printemps va arriver. D'une part, on ne sait pas du tout comment le coronavirus va survivre ou ne pas survivre au printemps et à l'augmentation des températures. Personne n'en sait rien. Deuxièmement, si on ne fait pas justement ces mises en quarantaine drastiques, si on n'accepte pas en effet de se mettre une balle dans le pied pendant 1 mois ou 2 mois, eh ben, il y a fort à parier que potentiellement on ne va pas résoudre le problème et donc vous aurez une deuxième vague d'épidémie qui arrivera en septembre, octobre, puisque vous aurez des personnes qui continueront de voyager, qui continueront de transmettre le virus et donc vous aurez une deuxième vague et un deuxième pic. Bien entendu, potentiellement, si on veut être positif, d'ici là, on aura un vaccin. Bref, on sait qu'on a un paquet de sociétés et d'ailleurs, leurs cours ont complètement explosé ces dernières semaines, qui se sont lancés sur la route des vaccins. D'ailleurs, sur toutes ces sociétés, que ce soit les masques, les vaccins, les trucs, les bidules, vous avez des hausses qui sont exponentielles et à un moment donné, il faut savoir raison garder. C'est-à-dire qu'on est dans de la pure spéculation et très souvent, vous avez des valorisations, même si la société sort le vaccin, même si la société vend tous les masques dans le monde entier, etc., vous avez aujourd'hui des valorisations qui n'ont rien à voir avec des capitalisations qui n'ont rien à voir avec la valorisation de la société, même si elle devait vendre tout. Et je rappelle, chiffre d'affaires ne veut pas dire rentabilité. Donc voilà, il faut savoir raison garder également, savoir pourquoi on va sur ces valeurs coronavirus, pour la spéculation, parce que pour la plupart d'entre elles, il y en a quelques-unes encore qui sont pas correctement valorisées, on va dire, mais pour la majorité d'entre elles, aujourd'hui, c'est de la pure spéculation, de la survalorisation, et donc malheureusement, quand le soufflet va retomber, ça risque de faire mal. Donc ça, voilà, pour moi, c'est les points qui sont vraiment importants. Troisième point important, on a vu, la Fed a baissé ses taux, elle les baissera peut-être une nouvelle fois en mars, bref, elle est en train de griller ses cartouches, mais derrière, je pense que ce que attend réellement le marché, c'est que les gouvernements lâchent les relances budgétaires. De toute façon, les pays n'attendaient que ça, le coronavirus, ça va être super. Pour les entreprises qui ne réussissaient pas aujourd'hui à pouvoir délivrer de bons chiffres, etc., le coronavirus, ça va avoir bon dos. Ils vont dire « Ah, mais c'est pas nous, c'est la faute au coronavirus ». On a déjà eu le coup pour des sociétés qui nous ont dit « Ah, mais nous, on a tout bien fait, mais il y a eu les gilets jaunes, ou il y a eu la réforme de la retraite, et maintenant, il va y avoir le coronavirus ». Donc méfiez-vous, tout ça, des patrons qui, justement, utilisent à chaque fois tout ce qu'ils peuvent pour dire « C'est pas notre faute, nous, on était bien, et puis c'est la faute à pas de bol ». Voilà, moi, je ne fais pas trop confiance à ce genre de société-là, en tout cas pour l'investissement de moyen long terme. Et derrière, pour les gouvernements également, on sait bien qu'il y a pas mal d'élections qui vont arriver, et bien entendu, ça fait tâche si on a l'économie qui se casse la gueule juste avant les élections. Donc, on va serrer la vis, on va mettre le barrière, on va dire que le coronavirus n'a pas traversé les frontières, et puis on va faire le maximum justement pour que l'économie tienne jusqu'aux élections. Donc en tant qu'investisseur également, on regarde ça en se disant, il y a un moment donné ou à un autre, il va y avoir... Et je pense que ça doit et ça devrait être concerté, de toute façon les discussions ont déjà démarré, Fed, BCE, et puis derrière les différents pays avec relance budgétaire. Évidemment, tout ça, ça finira potentiellement mal dans un futur plus ou moins proche. On sait bien qu'on a une explosion de différentes bulles sur la dette et compagnie. Mais pour le moment, on va dire que c'est ce qui fera. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé en Chine. La Chine a géré, je dirais que la Chine a géré ça quand même d'une manière assez intéressante, puisqu'on voit que les indices chinois aujourd'hui ne baissent pas. Et pourquoi ? La vente à découvert a été interdite et la banque centrale chinoise a envoyé du lourd. Et surtout, ils rachètent eux-mêmes des actions. Le Japon aussi le faisait déjà il y a un petit moment, mais là, la banque chinoise, ils ne le font pas à moitié. Donc ils frappent vite et très très fort. Donc ce qui fait qu'ils ont stabilisé quelque part la confiance malgré l'impact. Les entreprises, on voit, sont en train de redémarrer. Bien entendu, on ne redémarre pas une usine comme ça, donc il faut bien se dire que ça redémarre petit à petit jusqu'en avril. Et il faut bien se dire également qu'ils découvrent encore des nouveaux cas. Donc c'est le risque dont je parle, c'est que on ne peut pas bloquer l'économie comme ça pour toujours.
Et donc derrière, une fois qu'on a passé le pic épidémique, on est obligé de relancer l'économie, ce qui fait qu'on va vivre quelque part avec le coronavirus et avec des nouveaux cas comme ça, ce qui risque de relancer une vague, comme je vous l'ai dit, en septembre-octobre. Après, on verra si on est capable si une seconde vague se lance, si on est beaucoup mieux préparé éventuellement ou pas. Donc, je vais essayer d'accélérer un petit peu, mais voilà, ça c'est un petit peu mon idée. Donc, derrière tout ça, bien entendu, l'idée c'est de faire attention à un timing. Timing is king. C'est toujours pareil. Pour moi, on en revient au profil. Donc, soit on a un profil en mode attente et puis on n'essaye pas d'anticiper. Soit on a un profil, voilà, on a une profondeur de portefeuille, on achète des belles valeurs pour pas cher, sous-valorisées, avec des beaux rendements. Aujourd'hui, quand même, vous avez un paquet de valeurs qui ont des rendements de 7, 8, 9, 10, 11%. Et c'est des valeurs avec des reins solides, c'est-à-dire que même si le coronavirus les impacte, on sent qu'elles ne vont pas réduire leurs dividendes également, parce qu'il y a ça aussi qui est important à prendre en ligne de compte. C'est pas juste se dire, tiens, cette société-là, elle verse énormément de dividendes, oui, mais potentiellement, elle va vous dire, ah, je vais rogner sur mon dividende parce que je vais devoir faire face à des coûts supplémentaires vis-à-vis du coronavirus. Donc derrière, après, c'est l'idée de se dire, si jamais le coronavirus se règle ces prochaines semaines, vous pouvez avoir un alignement des planètes. Puisque derrière, vous avez toutes les banques centrales qui fournissent des liquidités, vous avez potentiellement les gouvernements qui balancent aussi, vous avez potentiellement des interdictions de vente à découvert, j'en sais rien, enfin si la baisse continue, là pour l'instant ça va encore, mais si la baisse continue, si on doit purger encore beaucoup plus sévèrement, on peut se dire que potentiellement ça peut arriver. Et derrière, au niveau de l'obligataire, je veux dire, ça ne rapporte plus rien. Alors aujourd'hui, l'obligataire, la valeur des obligations est en hausse exponentielle, puisque bien entendu, on a anticipé le fait qu'on baissait les taux et on continue d'anticiper que les taux baissent. Mais du coup, derrière, quand vous avez des actions qui sont truffées de liquidités, qui vont être supportées par les banques centrales et qui vous fournissent en plus un dividende de X 8-10%, et derrière, vous avez des obligations d'État qui, certes, leurs valeurs sont en train d'exploser, mais elles vous fournissent moins de 1% pour les américaines. Et ben, le choix va être vite vu à un moment donné quand il va y avoir un retour du risque. Et donc, c'est là justement où vous pouvez avoir l'effet de l'élastique tendu avec des rebonds qui peuvent être exponentiels, eux également. Moi, ce qui me choque quelque part dans cette baisse, finalement, et j'ai vécu plusieurs crises, c'est zéro contrepartie, hein. C'est très compliqué. Vous avez les carnets d'ordre qui s'assèchent, et on le voit, que ce soit dans le rebond qu'on a connu, que ce soit dans la baisse, il y a zéro contrepartie. Donc c'est ça vraiment qui est très bizarre et qui rend le marché également très nerveux et très volatile. Et bien entendu, ça risque de continuer dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, il faudra l'observer. Et puis clairement, hein, comme on l'a déjà dit, alors je ne sais plus si je l'ai dit là ou si je l'ai dit dans l'académie, voilà, cette affaire de dividendes, bien entendu, à un moment donné ou à un autre, ça va attirer. Alors bien entendu, là, éventuellement, on fait attention, tout le monde est prudent parce qu'on a peur que ça baisse plus, mais je veux dire, tout le monde est blindé de cash. Donc tout le monde est soit en train d'acheter petit à petit, soit en train d'attendre justement qu'il y ait un alignement des planètes, qu'on soit un peu plus positif, et donc c'est toujours pareil, hein, je veux dire, il n'y a qu'une seule porte et à un moment donné, si tout le monde veut rentrer par la même porte, c'est là où on risque d'avoir des bouchons et c'est là justement où vous pouvez avoir derrière ce fear of missing out. On l'a à la baisse, mais on peut l'avoir aussi donc à la hausse. Donc du coup, je vais finir par analyser parce que sinon, je fais que tchatcher, mais je pense que c'est super important de redire un certain nombre de points, de vous les répéter justement et que derrière, vous puissiez vous faire votre propre opinion et éviter d'être biaisé et rester le plus objectif possible, lapsus. Au niveau du CAC 40, donc pour moi c'est simple, hein, on a une grosse oblique descendante, donc tant qu'on ne la casse pas à la hausse, il ne faut pas s'imaginer qu'on va débloquer la situation un peu de couteau qui tombe. Ça se stabilisera à partir du moment où on cassera par le haut. Ça ne veut pas dire qu'on fera un gros rebond, ça veut dire qu'on stabilisera la tendance, hein. On commencera à neutraliser, temporiser, construire, c'est ça qui va être très important. Pour le moment, on ne construit pas du tout. On était revenu sur les 5500, 5520. Ça avait été mon objectif. Et à partir du moment, donc hier déjà, on a pas mal dégringolé avec un chandelier qui a repris tous les chandeliers haussiers. Donc ça, très négatif. Et puis on a validé aujourd'hui avec un gap baissier, donc un gap sur la zone des 5320, 5330. Et on est allé rechercher déjà la zone des 5190 points qu'on a cassé. Et on est allé chercher la zone des 5120 points.
Donc il nous reste, je dirais, 5110 points, 5080, 5050, 5000. Et après, on va commencer à parler des 4900. Je ne sais absolument pas si on va continuer de dégringoler et aller sur les 5000, 4900 en une fois. Ou si on va consolider, rebondir, y aller dans une seconde jambe. On peut parler déjà qu'on est dans la seconde jambe. Ou au contraire, ne pas y aller du tout. Donc il faut éviter d'anticiper et de se dire moi j'achète qu'à 4900 parce qu'on ne sait pas si ça va arriver ou pas. Alors bien entendu on peut se dire moi j'achète qu'à 4900 et puis derrière quand on aura le rebond, quand on aura la construction, quand on aura quelque chose de plus mature, on peut se dire bon ben là j'ai une figure qui me dit que 4900 on va pas y aller, en tout cas pas pour tout de suite, et j'ai une figure qui me donne des probabilités de succès qui sont intéressantes et je commence du coup à acheter plus haut. Tant qu'en effet on est en mode un petit peu couteau qui tombe, pourquoi pas attendre les 5000, 4900 points éventuellement sur cette zone-là. En tout cas, on le voit bien, on n'a pas de contre-indication et on n'a pas aujourd'hui de signaux, on va dire, de retournement à la hausse. Donc, si ce n'est des petits rebonds techniques vraiment intraday, mais qui ne remettent pas en cause la tendance baissière. De toute façon, hein, c'est clair et net, pour moi, c'est cette oblique-là qui sera très importante à casser par le haut. Tant que ce n'est pas le cas, c'est pas bon. Après, bien entendu, c'est le phénomène de l'élastique tendu. On peut continuer de le tendre, mais plus on le tend, plus il faudra s'attendre aussi à un rebond dans l'autre sens et fort. Certainement de concert avec tout BCE, Fed et les différents gouvernements qui arriveront. Mais à mon avis, ce qu'a fait la Fed, c'était tirer un petit peu trop tôt. À titre personnel, alors je suis loin d'être à la Fed, à la tête de la Fed, etc. Mais à titre personnel, je pense toujours que quand il n'y a pas de confiance, quand il n'y a pas de visibilité sur les marchés, ça ne sert à rien d'envoyer des cartouches. Ce qui est important, c'est d'attendre la temporisation. C'est-à-dire que ça serait bien d'attendre, je pense, le pic épidémique aux États-Unis et en Europe, donc 1-2 semaines, et de tirer à ce moment-là. Et donc c'est là où on va avoir le plus besoin, et c'est là aussi les PME vont avoir le plus besoin, parce que le problématique, c'est plus ça dure longtemps, évidemment. Pas les grosses boîtes qui peinent le plus, c'est le tissu économique de tous les pays, c'est les PME. Et on s'est déjà dit, plus ça dure longtemps et plus c'est les PME qui souffrent et elles n'ont pas les moyens de résister très longtemps. Donc il va falloir les supporter et donc c'est pour ça que les gouvernements et les banques centrales et les banques vont devoir également à un moment donné sortir l'artillerie lourde pour les supporter parce que sinon elle ne va pas pouvoir résister très longtemps. Également ce qu'on peut se dire, c'est que quand vous avez tout un tas de sous-valorisation comme ça sur le marché, énormément de liquidités, des taux bas, croyez bien qu'il y en a beaucoup qui vont en profiter pour faire et qui vont être opportunistes, soit pour faire des offres publiques de rachat, soit pour faire du retrait de la cote pour les entreprises familiales ou qui ont des actionnaires majoritaires, et le private equity qui est blindé de liquidités également et qui donc voit également d'un bon œil et va venir refaire son marché ici, puisqu'aujourd'hui le private equity est très cher, très survalorisé même, mais clairement ils ont également beaucoup de cash et donc ils peuvent venir faire leurs emplettes sur les marchés également. Donc ça aussi pour moi c'est quelque chose où on n'a pas de timing, dividendes, les liquidités, on n'a pas de timing pour se dire en effet quand est-ce que ça sera le bon moment de jouer ce genre de scénario, mais on sait qu'on y est clairement et que ça fait partie justement des gros morceaux qui peuvent supporter les marchés pour les prochains mois. Après voilà, l'idée c'est de se dire attendre tout simplement que ça commence à tirer et que le marché commence à croire également à cette hypothèse-là. Pour le moment, le marché il a envie de broyer du noir, il a envie de pricer la fin du monde, le pire, et il faut lui laisser pricer le pire dans cet état de lieu-là. Au niveau du Nasdaq, c'est la même idée. Donc on voit, là par contre, on avait fait un beau rebond. On a bloqué ici, bam, deuxième jambe baissière. Et pour l'instant, on le voit sur le Nasdaq, cette deuxième jambe baissière, elle tient des supports. Elle tient pour l'instant des supports, mais c'est très fragile. Et tant qu'on ne va pas refermer ce gap-là, les vendeurs ont la main. Et les vendeurs, du coup, ils ont la main et ils peuvent éventuellement revenir chercher la moyenne mobile 200, on le voit. Et s'ils font comme nous sur le CAC 40, s'ils l'enfoncent, on va aller chercher des zones jusqu'à 7007. Donc 8000, 7007, 7008. On n'en sait rien. Si le marché a envie de continuer à paniquer maintenant parce que le nombre de cas devient important aux États-Unis et qu'ils n'arrivent pas à bloquer et que potentiellement la seule manière de bloquer, ça va être de bloquer l'économie également, le marché peut se mettre à jeter le bébé avec l'eau du bain une deuxième fois et à commencer à pricer réellement la récession qui va arriver aux US.
Donc ça, voilà, c'est l'idée tout simplement. Et là, voilà, je ne vais pas faire de projection. Et c'est parce que c'est tout bonnement impossible de se dire on va aller sur le support et il va tenir. On n'en sait rien. Donc là, c'est très volatile et on est chandelier après chandelier. Et de construction, on regarde sur des unités de temps très courtes. Après, ce que l'on voit sur le Brent également, on aurait pu penser que l'OPEP allait réduire sa production, etc. Bon, la Russie est venue jouer le trouble fait, ce qui fait que les 50 $ ont été cassés, donc ça c'est très moche, parce que c'était quand même une belle oblique de moyen terme haussière, donc on casse ça, on casse sa dynamique. Après, j'avais une autre oblique ici, mais elle n'a pas l'air super probante, puisqu'on l'a complètement cassée également. Donc du coup, on commence à se dire, on peut aller retracer jusqu'aux 42 $ potentiellement. Donc évidemment, les valeurs pétrolières, elles se prennent un tonneau. Là aussi, il y a des sous-valorisations énormes, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est baissier. Et donc, c'est très compliqué aujourd'hui d'acheter des valeurs pétrolières, à moins de vraiment faire du fondamental et d'accepter qu'on peut se retrouver avec une grosse moins-value latente pendant une période, juste en se confortant sur le fait qu'on a un dividende et qu'on a un aspect spéculatif éventuellement vis-à-vis de la sous-valorisation. Et clairement, comme je vous l'ai dit, il va y avoir des fusions-acquisitions. Je ne vois pas comment ça va être autrement sur le secteur des pétroliers, du secteur pétrole, secteur banque, on a vu également. Je veux dire, vous avez la plupart des banques qui ont perdu 30-40%. Voilà, et ça va pousser également la consolidation de différents secteurs et évidemment l'aéronautique également. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, il y a un truc évidemment qui marche bien là, comme on s'était dit, c'était l'or. Alors la semaine dernière, on s'était dit l'or a baissé également parce que c'était l'effet panique, dans le sens où il y avait les appels de marge. À partir du moment où on a dégraissé les appels de marge, l'or continue sa tendance de fond. Et donc on n'avait absolument pas altéré la tendance de fond de l'or, qui reste haussière et qui est donc mis une nouvelle jambe haussière, qui bloque une nouvelle fois là sur les 1690 $. Donc ça sera à franchir pour y aller, mais sinon on va rester haussier tant qu'on va tenir, vous voyez, cette zone des 1600 à 1610 $. Et là on a un petit blocage sur les 1690 $. Du coup, j'ai pas mis le bon graphique et il faut que je remette toutes mes unités de temps qui sont parties. Au niveau de l'argent, alors l'argent pour moi c'est toujours pareil, ça souffre évidemment vis-à-vis de l'économie, etc. Donc graphiquement parlant, ça reste quand même encore dans une tendance qui est plutôt bien construite. Mais pour moi, là, l'intérêt, ça sera de casser, vous voyez, cette zone des 18,70 $, 19,50 $. Si et seulement si on casse cette double zone-là, on aura non seulement un signal haussier sur l'argent, mais potentiellement également un rattrapage qui s'effectuera sur l'or. Pour le moment, on ne joue pas ce rattrapage-là sur l'argent, puisque l'argent est un petit peu en retrait, parce que les opérateurs ont l'air plutôt de le sanctionner par rapport justement aux potentielles récessions et aux potentielles crises industrielles qui peuvent se mettre en place. Dès que potentiellement le marché ne broiera plus du noir ou aura une meilleure visibilité, il fera remonter l'argent, et si l'argent commence à casser des résistances, avec donc une meilleure visibilité cette fois-ci, là on commencera à jouer l'argent pour jouer le rattrapage sur l'or. Et l'euro-dollar, je vous l'avais dit déjà la semaine dernière, un sacré signal de retournement qui a été validé cette semaine, c'est pas à moitié. Donc là, clairement aussi pour vous, Européens, si vous achetez des valeurs américaines, clairement aussi, il faut le prendre en considération, ça, que ça va vous impacter sur votre taux de change. Et même si vous performez pas mal sur les valeurs américaines, cette hausse-là de 5 cents, ça a fait mal à tous les portefeuilles, en valeur américaine que derrière vous allez re-switcher en euros. Donc une des solutions évidemment, c'est d'avoir un compte directement en dollars, et puis de ne pas avoir besoin de cet argent-là, ou alors de l'utiliser la prochaine fois que vous irez aux États-Unis par exemple. Donc au niveau de l'euro-dollar, donc on continue la hausse cette fois-ci bien forte. On va venir certainement taper là, on est déjà venu taper une zone forte de résistance 1,1360, 1,14. Il y aura certainement une consolidation qui se mettra en place, mais le retournement est acté, les volumes sont forts, le retournement est clairement acté. Et donc là, on a également un retournement haussier maintenant qui se met en place sur l'euro-dollar, et c'est validé. Pendant des semaines, des mois, on avait anticipé en disant attention, le jour où ça casse par le haut, on aura un sacré retournement haussier sur l'euro-dollar. Ça avait mis beaucoup de temps et finalement on avait besoin d'aller fermer un gap. C'est souvent le cas, le marché
a une idée en tête, a un scénario en tête, et on le voit ce scénario, mais souvent il n'arrive pas parce que le marché a besoin d'abord d'aller toucher un niveau objectif, et après seulement il met en place le scénario. Et là on voit, il est venu le chercher, à partir du moment où il est venu le chercher, bam, c'est reparti d'un coup d'un seul dans l'autre sens. Donc ça veut bien dire que ce scénario-là, qu'on avait pu anticiper, on n'était pas les seuls. Clairement, il y avait tout le marché, une énorme partie du marché qui l'anticipait. Et puis bien entendu, coronavirus et compagnie, baisse des taux et compagnie, tout ça, ça impacte et ça joue en cette faveur-là. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y a un tracker de minières or. Donc ça, peut-être plus à regarder sur les unités de temps longues, mais là on le voit également. Regardez, la volatilité est assez impressionnante, hein. Donc, mais on reste dans une configuration qui est bien haussière, et donc du coup, dans la cassure à la hausse, là, devrait valider le retournement haussier, et donc, on va dire, une très belle tendance pour la plupart des minières or. On parle des minières or sur ce niveau-là. Voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit sur ce niveau-là. On peut regarder le cuivre. Je trouve que le cuivre tient plutôt pas mal. Alors, il est baissier, bien entendu. Je serais vraiment négatif sur les marchés et je parlerai de capitulation des acheteurs et je parlerai voilà, qu'on va aller chercher très très bas si et seulement si, vous voyez, on casse ici par le bas. Tant qu'on reste dans cette zone-là, on est en mode attente. Et si on commence à casser par le haut, je vais me dire, tiens, il y a quelques opérateurs sur le cuivre qui commencent à anticiper que la Chine redémarre. Que potentiellement, voilà, ça va se faire petit à petit, bien entendu, mais que c'est en train de redémarrer et que peut-être le pire est derrière nous. Donc ça, c'est à observer. Pour l'instant, ça temporise, c'est très neutre. Ça casse par le bas, je vous dis, ça sera très moyen moins. Ça casse par le haut, petit espoir qui revient éventuellement. Voilà, on va passer sur les actions. Mais sur les actions, je pense qu'on va aller très très vite parce que pour moi, l'essentiel, c'était de vous dire tout ce que je vous ai dit préalablement, puisque c'est ça pour moi vraiment le sentiment de marché qui est vraiment le plus important actuellement, plutôt que l'achat de valeur, parce qu'aujourd'hui, voilà, ça dépend des profils. Alors Air France, évidemment, ça n'a pas plu, mais là, c'est la même question, c'est de vous dire, ok, le fait que Air France passe de 10 € à 5 €, qu'est-ce que ça price? Est-ce que c'est le prix d'un arrêt total de l'entreprise et en gros ils font plus rien, ou est-ce que c'est le prix de seulement une interruption de 20 à 30% ou 50%, etc. Donc c'est ça vraiment la problématique aujourd'hui, c'est que le marché jette le bébé avec l'eau du bain sans réfléchir et on va compter après. Et dès qu'on va compter, potentiellement, on va se rendre compte que on a fait péter la capitalisation, on l'a divisé par 2, mais potentiellement le coronavirus, oui, c'est moche, oui, ça va durer, et oui, peut-être que ça va empirer, mais potentiellement, même dans le pire des cas, Air France ne mérite pas d'avoir sa capitalisation divisée par 2. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, bien entendu, mais c'est dans la réflexion. Donc c'est bien de vous faire réfléchir que le marché, il anticipe, et même en effet, si le coronavirus continue d'empirer, etc., potentiellement que le marché a peut-être pressé le pire et se mettra du coup à rebondir, même s'il y a encore des mauvaises nouvelles. Donc là, au niveau d'Air France, on est revenu sur un gros support, les 5,10, 5,20. Si ça ne tient pas, il y a toujours les 4,80, on peut toujours aller plus bas. Donc de toute façon, le marché nous a prouvé ces 2 dernières semaines qu'on pouvait toujours aller plus bas, même des supports qui nous paraissaient super robustes, on peut toujours aller plus bas. J'avais un premier support ici, un deuxième gros support qui me paraissait plutôt pas mal là, sur les 5,90, on a tout percé. Donc derrière, c'est simple et net, soit on attend en effet qu'on ait des constructions beaucoup plus matures, au moins sur des unités de temps inférieures, 1 heure, 15 minutes éventuellement, pour les plus court-termistes d'entre vous, ou alors, tout simplement, on achète petit à petit la valeur d'un point de vue fondamental. Ce n'est pas ce que je vais recommander pour la majorité d'entre vous, puisqu'il faut avoir quand même une certaine profondeur de portefeuille, donc un capital assez important. Mais voilà un petit peu pour l'idée, donc je vais les passer rapidement en revue. Airbus également. Alors moi, ça me fait rêver quand même, parce que quand le marché, vous le savez, quand le marché il est pessimiste, il va prendre une nouvelle comme Airbus n'a pas enregistré de nouvelles commandes en février. Ok. Mais vous savez combien ils en ont dans le backlog de commandes? Ils ont de quoi produire encore pour les 5 voire 10 prochaines années, je ne sais plus exactement. Bien entendu, alors on peut toujours se dire, c'est le coronavirus, etc., les compagnies aériennes vont annuler leurs commandes, bref, ok. Mais derrière, l'idée c'est de se dire, quand vous avez les journalistes qui vous disent « Ah, ça baisse pour telle raison », un journaliste, lui, il a besoin de trouver une raison pour laquelle ça baisse. Mais il faut juste se dire que ça baisse parce que le marché a envie de broyer du noir, il manque de visibilité, il jette le bébé avec l'eau du bain et son but, c'est de se protéger. Et donc, il balargue, il se protège et il réfléchit ensuite. Et ensuite, quand il y a un retour de la visibilité, qu'on peut calculer les choses,
eh ben on peut derrière recalculer sans risque. Et donc du coup, on peut décider de revenir sur les marchés parce qu'on aura à nouveau calculé sans risque. Donc c'est ça aussi qui va être important. Pendant, on a Airbus donc, qui dégringole pas mal, hein, donc de 140 € à 100 €. Les niveaux de soutien, on peut se dire qu'on est en train de rentrer là dans une zone, mais on ne sait pas. Est-ce que ça tiendra, est-ce que ça ne tiendra pas? On peut très bien revenir jusqu'aux 90 € éventuellement. En intermédiaire, vous avez les 96 €. Et là, c'est la même question. Soit on anticipe d'un point de vue fondamental, soit on n'anticipe pas et on attend qu'on ait la mèche basse, qu'on ait la construction et qu'on casse la construction par le haut pour jouer derrière le rebond technique. Il y a quand même quelques valeurs, mis à part les valeurs coronavirus, qui continuent leur hausse et mettent en place des hausses exponentielles. C'est le cas notamment des valeurs qui étaient déjà fortement moins de risque et sur donc les valeurs vertes. Albioma, je ne vais pas toutes les passer, mais en gros vous avez Albioma, et vous avez Neoen également, et puis j'en loupe une, je l'ai mise dans la liste également. Voltalia, voilà. Elles sont à peu près, grosso modo, elles ont toutes le même graphique. Donc ça, c'est des hausses exponentielles, voilà, il ne faut pas se battre. Autant il ne faut pas se battre quand on est en mode suiveur de tendance contre les couteaux qui tombent, et il ne faut pas se battre contre les fusées. Donc clairement, là, vous voyez, vous êtes en mode suivi de tendance, et même quand vous avez des corrections, elles sont fortement achetées derrière. Bien entendu, il y aura un moment où ça consolidera, ça cassera par le bas et ça sera terminé. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. La hausse exponentielle continue et donc des valeurs moins de risque, qui restent moins de risque et qui résistent, et dont la tendance résiste actuellement pendant ces semaines-là, c'est des valeurs fortes. Et éventuellement, si vous ne voulez pas rester sur le bas-côté, mais que vous ne voulez pas spéculer non plus, vous ne voulez pas anticiper, il vous reste ce genre de valeurs-là. Donc après, Biocinex également, c'est plutôt propre. Alors il y a l'aspect coronavirus là-dessus, donc vous avez eu le break, vous avez la conso, et là on est en train de revenir sur une zone de soutien qui peut éventuellement relancer un rebond. Ça a fait tenter aujourd'hui. Carrefour, c'est en train de revenir sur une zone de support, tiendra pas, hein. Là on n'a pas de boule de cristal, 15,40 € à surveiller. Katana, exemple typique hein, de valeur qui revient et qui mange les supports les uns après les autres. Là on pouvait se dire les 3 € c'était plutôt pas mal. Et derrière, on se disait, les 2,70 €, c'est encore mieux. Et puis finalement, on allait chercher 2,50 €. Et qui nous dit qu'on ne va pas aller chercher 2,50 €, voire 2,30 €? On n'en sait absolument rien. Si le marché a envie de croire à la crise et a envie de croire que les gens ne s'enfuiront pas sur leur catamaran, il le croit. Et donc, en attendant d'avoir plus de visibilité et de mettre en place le rebond. Donc clairement, ça fait partie de ces valeurs-là qui vont, à mon avis, c'est des valeurs qui seront intéressantes quand le rebond se mettra en place. Mais jusqu'à ce que vous ayez ce moment-là, il y a l'aspect timing qu'il faut décider. Soit on anticipe, soit on attend le bon timing pour ne pas se faire des sueurs froides. Central Puerto, c'est pareil, ça fait partie des valeurs fondamentales, mais c'est pareil, moi, ce début d'année, clairement, je pêche parce que j'ai été amoureux de mes valeurs fondamentales. Je les ai conservées et donc je me suis pris une tôle. Mais l'idée, voilà, c'est toujours la même chose. Si on décide de faire du fondamental, on sait en effet qu'on peut se taper des tôles, mais il faut quand même mettre en place des plans, puisqu'on ne peut pas indéfiniment conserver des positions, il faut quand même avoir des plans, il faut quand même avoir des stops, même sur ces valeurs fondamentales, quitte à y revenir plus tard. Mais voilà, des fois, il y a un aspect de timing, et du coup, en l'occurrence, ça a été le cas sur Central Puerto, c'est le cas sur Gazprom également, c'est le cas sur pas mal de valeurs où j'apprécie beaucoup les fondamentaux et je continue d'apprécier les fondamentaux et encore plus du coup suite à leur baisse parce que ça acte à nouveau la sous-valorisation. Mais derrière, tant que le marché n'en veut pas, malheureusement, on a besoin que le marché en veuille. Sinon, on ne peut pas justement continuer de profiter des marchés. Et on commence à accumuler des pertes qui, à un moment donné ou à un autre, attaquent notre émotionnel, attaquent notre confiance. Et ça, c'est le pire qui puisse nous arriver. Donc, on protège le capital financier, mais surtout, on protège le capital mental, le capital confiance. C'est très important. Donc, au niveau de Central Puerto, on avait tenté le rebond, on tente la conso. Pour l'instant, on congestionne. Donc, pour l'instant, je conserve, etc. Le jour où on casse ici par le bas, c'est terminé. J'y reviendrai éventuellement plus tard. Pour moi, le moment où ça va devenir vraiment intéressant Central Puerto, c'est si on arrive à se remettre au-dessus des 3,70 €. Là, on commencera à nouveau à construire quelque chose d'assez intéressant. Pour l'instant, on n'y est pas. On a tenté le rebond. On tente la construction et de maintenir des supports. Ça, c'est important pour la suite.
Au niveau de Claranova, c'est la même chose. On a cassé cette oblique ici et depuis, boum, boum, boum. Alors je m'en suis bien sorti hein, sur ce rebond ici, les 5,60 €. Et puis derrière, je suis sorti quasiment sur les plus hauts. Alors j'ai fait ça sur pas mal de valeurs, mais bon, il me restait quand même d'autres valeurs où j'ai pas réussi à sortir parce qu'il n'y avait pas de contrepartie. C'était très très compliqué de pouvoir sortir sur le marché cette semaine. Et du coup, là, bam, ça redringole, on casse le support et donc on envoie une deuxième jambe baissière. Et donc là, c'est pareil, jusqu'où ça peut aller? On n'en sait rien. On avait déjà des supports qui nous paraissaient plutôt pas mal. Mais là, voilà, il y a 5 €, 5,10 €, il y a éventuellement 4,80 €. Voilà, ça, c'est des zones. Mais est-ce que ça tiendra, est-ce que ça tiendra pas? On ne sait pas. Donc on attend que déjà le marché nous prouve qu'il y a des acheteurs sur ce niveau-là. Cogra, pour l'instant, ça tient également. Il n'y a pas énormément de volume là-dessus. Ça deviendra intéressant sur 5,90 €, dépassement des 5,90 €. Vous avez Clamplify également qui est dans la même optique. Là aussi, vous avez un break, alors je ne sais plus, c'est dans la zone des 6 € qu'il faut casser et qui vous donnera un beau signal. Crédit Agricole, regardez les banques, là c'est pareil, en ligne droite. Ça, alors j'en ai connu hein, des crises de l'euro, une crise chinoise également en 2015. J'en ai connu hein, des valeurs qui tombent. Mais là quand même, sans contrepartie comme ça sur des grosses capes, ok, on peut dire c'est la baisse des taux, etc. Mais c'est pareil. Honnêtement, est-ce que la baisse des taux, est-ce que l'impact du coronavirus, du crédit, de tout ce que vous voulez, ça vaut 5 € de baisse? Potentiellement, ça en vaut 10, vous allez me dire. Mais voilà, l'idée c'est de se dire, est-ce que le pire du pire n'est pas déjà intégré dans cette chute? On n'en sait rien. Potentiellement, on peut encore aller chercher 8,80 €, voire 8,50 €, parce que c'est toujours le même phénomène. Au fur et à mesure, on dégringole, plus notre esprit biaisé psychologique se dit, on va aller chercher très très bas. Donc là, il faut tout simplement attendre. Hein. Les volumes sont énormes, mais pareil, il n'y avait pas de contrepartie à l'achat. Hein. Ça baisse, mais sans contrepartie. Hein. Il n'y a personne à l'achat. C'est quand même très très surprenant. Et là, l'idée, c'est pareil, c'est de se dire où est-ce que ça va tenir. Donc il faut attendre le premier rebond si on est en mode moindre risque et attendre la construction, congestion de la même manière. Voilà, on sait qu'il y aura des opportunités à un moment donné, mais c'est difficile aujourd'hui de dire quand et si ça ne peut pas encore baisser. Pareil pour DBV, on était plutôt pas mal et puis ils ont annoncé leurs résultats financiers, on a cassé les 16,60 €. Donc là, pour moi, j'ai un support qui est dans ces eaux-là, des 14,70 €, 14,50 €. On a fait déjà un bon chandelier de rebond aujourd'hui. Bon, je laisse faire maintenant, avant de me remettre en position. Je laisse faire le marché pour voir ce qu'il va me dire. On peut commencer à tracer certainement un petit quelque chose comme ça. Et donc je verrai, vous voyez, un scénario plutôt en biseau descendant. Mais voilà, je vais le laisser encore un petit peu maturer. Au niveau des Innov, c'est pareil. On a cassé par le bas ici. On va jouer un petit peu avec les supports. Pour le moment, ça tient. Mais voilà, on n'est pas à l'abri dans ces types de marchés de casser ici par le bas. Et après, pareil, scénario caduc. Au niveau des ramés, là, le scénario était caduc bien avant le coronavirus, mais ça s'est dégradé avec les résultats, etc. Et là, ça continue. Mais l'idée, voilà, on a un support oblique qui a tenu précédemment. J'avais joué le rebond technique là-dessus. Donc, si on revient dessus, je rejouais le rebond technique. On le casse, j'y touche pas, j'attends la suite. Euronav, pareil, hein, très belle valeur, mais tant que vous n'allez pas casser cette oblique descendante, il n'y a pas de rebond qui peut éventuellement se jouer. Et on voit, les rebonds deviennent caducs très rapidement. Et là j'ai été mauvais. J'ai pas réussi à sortir. Hein. J'ai eu l'idée de sortir, mais j'ai été un peu gourmand pour quelques cents et j'ai pas réussi à avoir la contrepartie pour pouvoir sortir. Et après, ça allait très très vite sur la suite des opérations. Et donc là, j'avais un support ici qui explose. On avait un support horizontal ici aussi. Le marché s'en est foutu complètement. Là, on est venu chercher les 7,30 €. En effet, c'est un autre support. Mais bon, on n'est pas à l'abri de venir sur ce support oblique, voire on a un gap ici. Après, voilà, on est dans l'optique de se dire le marché veut dégueuler et veut aller chercher potentiellement des points bas comme l'euro-dollar avant de tendre l'élastique dans l'autre sens. Donc là, l'idée, c'est de se dire, je garde quand même des réserves. Potentiellement, j'ai une profondeur de portefeuille qui me permet d'acheter des valeurs au fur et à mesure. Mais je me dis, à un moment donné, il faut que je me garde une réserve pour, s'il y a une véritable capitulation, pour acheter cette capitulation-là et pouvoir lisser mon prix de revient suffisamment que je puisse m'en tirer derrière sur un rebond. Mais ça, c'est très usant, c'est très fatigant, comme je vous ai dit. Clairement, je ne recommande pas ça pour la majorité d'entre vous. C'est mieux de patienter, d'attendre, d'observer, de se dire oui, c'est intéressant à 9 €. Oui, c'est encore plus intéressant à 8 €. Ouah, 7 € quand même, c'est exceptionnel. Mais potentiellement, ça peut aller à 6. On n'en sait rien. Là, on est dans le mode, on jette le bébé avec l'eau du bain, donc il n'y a plus de rationalité. Flow Traders, je vous l'avais présenté, je crois, il y a déjà 2 semaines. Et
Bon, elle n'a pas trop gagné, mais elle n'a pas perdu non plus, donc quelque part, elle permet de rester zen et c'est déjà plutôt pas mal. Donc là, on voit, on a la congestion qui continue, les volumes qui sont là, donc potentiellement sur cassure haussière, ça peut donner un bon signal de retournement haussier, moindre risque. Française de l'énergie, c'est revenu chercher le support oblique, il a l'air de tenir pour l'instant, donc tant que c'est le cas, on reste positif. Les valeurs énergie verte, on voit, ça tient plutôt pas mal. Les valeurs utilities également, ça tient plutôt pas mal, tout ce qui est Engie, EDF, Suez, hein. Ça baisse un petit peu, Veolia et compagnie, ça baisse un petit peu, mais voilà, ça fait partie de ces valeurs défensives. Donc elles baissent moins que le marché. GL Events, donc là c'est pareil. Oui, c'est impacté par le coronavirus, l'événementiel, etc. En effet, c'est pas propre. Vous avez Hopscotch également, je ne sais pas si j'ai réussi à l'intégrer, oui je l'ai intégré. Donc oui, ça dégringole par rapport au coronavirus, c'est pas top. Les résultats 2019 étaient très bons, mais les perspectives, bien entendu, sont moroses. Mais l'idée, à un moment donné, c'est de se dire, ok, est-ce que le coronavirus vaut vraiment 8 euros sur cette action? Est-ce qu'il en vaut 10? Est-ce qu'il en vaut 15? On n'en sait rien. Donc on laisse décider le marché, mais à un moment donné, on se dit que le marché, il est dans l'excès. Et donc, quelque part, il va falloir profiter de cet excès-là. Mais on peut en profiter, comme je vous l'ai dit, de deux façons. Soit on anticipe, c'est dangereux, il faut faire attention, avoir bien la profondeur de portefeuille, parce que ça peut toujours aller plus bas que ce que l'on croit. Et pendant plus longtemps également que vous ne pouvez rester solvable. Hein, c'est la vidéo des dictons et des adages boursiers. Et au contraire, on attend, on patiente. Là, on commence à avoir une belle mèche, des volumes. On va regarder si ça continue à se stabiliser comme ça. Éventuellement, on peut tenter un coup. Et derrière, ce qui est bien, c'est qu'on a des repères. C'est-à-dire que si ça recasse derrière les anciens plus bas, eh ben, on redégage la position, mais au moins, on a essayé. On a essayé avec des repères, pas en achetant un support qui ne tient pas et derrière en se disant j'ai plus de support, j'ai plus de repères, je ne sais plus où sortir ma position, ça va bien finir par rebondir, je suis en mode espoir et je me retrouve très rapidement à moins 20, moins 30% et même s'il y a un rebond, j'aurai du mal à sortir. Groupe Guillain, ça aussi c'est baissier bien entendu, mais ce qu'on a enfin observé, c'est cette cassure d'oblique. Ça voilà, ça fait partie des PME familiales où vous avez la famille qui a une large partie du capital et qui à un moment donné, s'ils n'ont pas besoin du marché pour lever de l'argent, peuvent se dire on va profiter pour retirer complètement les actions du marché, puisque ça ne sert à rien d'être coté sur le marché, et en plus ça fait du mal à son ego quand on voit son action complètement exploser, sous-valorisée, etc. Donc ça fait partie des aspects spéculatifs qui peuvent arriver sur pas mal de valeurs comme ça, où vous pouvez avoir des offres de retrait, des OPA, et des fusions, etc. Donc groupe Guillain, graphiquement parlant par contre, redépasser les 14,50 € pour commencer à se remettre dans des bonnes dispositions. Si on commence à casser par le bas, quand vous cassez un biseau descendant par le bas, ça peut partir en mode panique assez rapidement. Donc prudence là-dessus. Groupe Open, ça se stabilise plus ou moins. Là, on a des bons repères, on tient les supports. Si ça craque, eh ben, on passera à côté, on se dira dans un peu plus longtemps, on reviendra plus tard. Guillemot, c'est pareil, fondamentalement, c'est plus que pas cher, mais graphiquement parlant, le marché on veut pas. Donc le marché, il veut dégringoler, le carnet d'ordre est vide. Aujourd'hui, on a fait une belle mèche basse sur la zone des 1,68, mais bon, potentiellement, on peut aller jusqu'à la zone des 1,50, 1,60. Pareil, on n'en sait rien, on est très écarté des moyennes mobiles, on n'en sait rien. Donc l'élastique est tendu, à un moment donné ou à un autre, on aura un rebond. Le marché peut-être réalisera en effet qu'il y a de la valeur là-dessus, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Hopscotch, c'est pareil. Pour l'instant, le marché price que le coronavirus va limite exploser la société. Il y a un bon dividende. Est-ce que le dividende sera maintenu dans le cas du coronavirus? On attend. Mais voilà, pareil. Donc vous voyez, toutes ces sociétés-là, potentiellement, on n'a pas fini de baisser. Alors là, vous avez un bon premier niveau. Potentiellement, on va descendre encore jusqu'à la zone des 6,20 €. On n'en sait rien. Mais tout ce que l'on sait, c'est que si le coronavirus devait s'arrêter dans 2 ou 3 semaines, des opportunités de sous-valorisation. Alors aux États-Unis, pas tant que ça, mais en Europe, et avec la remontée de l'eurodoll, je pense que, voilà, et avec toutes les liquidités, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Hein. Donc l'aspect timing est très important, mais là je pense que quand même il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Au niveau de Inat Pharma, on continue de rester plutôt bien construit. Hein. Donc il faudra casser cette zone des 7,20 €, 7,50 € bien entendu, mais pour l'instant, elle s'est plutôt pas mal maintenue. Alors il y a toujours ce gap ici qui n'est pas refermé. Ah si, il est refermé. Ouais, à quelques cents près, je sais pas. Mais l'idée, voilà, c'est de se dire que là, c'est vraiment la zone de support. Ça casse cette zone de support-là. Scénario caduc pour plus tard. LVMH, pour l'instant, on tient ce support-là. On n'est pas à l'abri d'aller chercher les 340 €. Donc si LVMH et l'ensemble du luxe va chercher, on le voit,
une quinzaine d'euros plus bas, bon, c'est ce qui peut nous ouvrir la voie des 5050, je dirais, à 5000 points sur le CAC 40. Dans l'excès 4009, on verra. Morel et Prom, c'est pareil. C'est sous-valorisé, mais voilà, le marché n'en veut pas. Donc le marché n'en veut pas. Cette semaine, on a cassé cette oblique ici. On a fait le pullback, et derrière, dégringolade. Donc derrière, bon, j'ai cette oblique là, mais je ne suis pas super convaincu dessus. J'ai du mal, maintenant, on n'a plus vraiment de repères sur cette valeur là, donc je vais patienter. Je vais patienter qu'on ait une meilleure construction avant d'accumuler. Cette fois-ci, je n'accumule pas, continue pas d'accumuler à la baisse. Pareil, sur médiane, on avait une très belle construction, mais on a fini par la casser par le bas. Alors après, bon, on va avoir des supports horizontaux. On voit quand même que cette zone des 1,50 jusqu'au 1,30 est quand même une grosse zone de soutien, mais on a cassé la figure dans laquelle on était. Ça, c'est compliqué. Donc du coup, j'ai lâché la position, quitte à y revenir plus tard. Metabolic Explorer, ça se maintient bien pour l'instant. On voit dans cette zone des 1,30, 1,40, c'est une zone de soutien. MG Digital, pareil, on est revenu sur une zone de soutien sur les 47 euros. Mais voilà, il faudra, pour se remettre à la hausse, etc., il faudra réussir à repasser les 54 euros. Micropole, ça se cherche. Et tant qu'on n'a pas dépassé les 1,35, on n'a pas de signal. Natixis, c'est comme Crédit Agricole. Vous avez un rendement maintenant qui est à 10%. Au cours actuel, je crois que le rendement est à 10 ou 11% sur Natixis. Alors oui, c'est peut-être en effet, pas terrible avec le coronavirus et tout le château de cartes et l'effet domino qu'il peut y avoir sur l'économie. Mais bon, quand même, je pense qu'il y aura... vous voyez, toutes les obliques qu'on a cassées, pour moi, c'est mes objectifs de rebond. Je ne sais pas jusqu'où l'élastique peut être tendu, mais je me dis que derrière, je peux retendre l'élastique dans le sens inverse et aller chercher toutes ces obliques qu'on a cassées, qu'on croyait allaient servir de support, n'ont pas servi, mais qui serviront certainement de résistance. Donc c'est mes scénarios. Neoen, c'est comme les autres valeurs vertes. Nokia, c'est pareil, hein. L'élastique est bien tendu. Alors on avait cette zone des 3,30 €, on a même gapé en dessous. Donc là, on est sur la zone des 3,15 €. Est-ce que ça sera suffisant ou pas? On n'en sait rien. Potentiellement, on ira chercher 3 €. On sait juste qu'à ce prix-là, Nokia, c'est intéressant. Mais après, graphiquement parlant, au niveau timing, on n'en sait rien. Ontex, c'est comme Pharmasimple et compagnie. Hein. Ça, on s'est réveillé. On se réveille toujours en plusieurs étapes hein, sur cet aspect coronavirus. Et donc sur Ontex, c'est pareil. On a les pharmacies maintenant qui sont arrivées maintenant en seconde vague par rapport à toutes les autres valeurs coronavirus qui étaient vente de thermomètres et compagnie. Donc là, maintenant, on a Ontex qui a fait une très belle réaction et il faudra voir si on est capable de casser cette oblique-là pour jouer un retournement haussier. Il y a aussi des rumeurs, il y a très souvent des rumeurs d'OPA sur Ontex. Du coup, on va faire Pharmasimple dans la même foulée. Ça, c'est un peu plus spéculatif. Vous voyez, il y a des bons volumes. Et quelque part, bon, pour l'instant, elle est maintenue. Mais on peut continuer éventuellement, graphiquement parlant en tout cas. Tant qu'on ne recasse pas ici par le bas, on peut continuer de jouer le retournement haussier. Au niveau d'Ordina, ça c'est une autre valeur moins de risque qui le demeure et qui reste très propre hein, dans une bonne consolidation-congestion qui permet de rester plutôt zen. Peugeot, c'est pareil, hein, c'est sous-valorisé à outrance, mais voilà, on price le fait qu'on ne va plus vendre une bagnole. Donc voilà, est-ce que le marché a raison de pricer ça? Est-ce qu'il va pricer pire? Voilà, on n'en sait rien. Voilà, là pareil, j'avais plein de supports, tout a été explosé. Donc derrière, je me dis, bon, c'est pas probant pour le marché. Éventuellement, il y aura ce support-là qui servira de résistance. J'ai tenté un aller-retour aujourd'hui sur Peugeot, j'en avais fait un également un petit peu plus tôt dans la semaine, mais voilà, ça ne veut pas, donc je largue et je reviens plus tard. C'est ça qui est fatigant, usant. Et donc derrière, le moins de risque vous permet peut-être, en faisant du moins de risque, vous loupez le gros rebond qu'il y aura pour la première fois, mais au moins vous ne vous êtes pas pris à anticiper depuis les 20 € en vous disant c'est pas cher, et à 16 €, vous n'avez plus d'argent pour pouvoir accumuler. C'est ça le danger. Gazprom, là aussi, ça dégringole pas mal. Moi, je pense, derrière, bon, le gaz, évidemment, c'est très baissier. Après, on peut se dire là aussi qu'il y a un phénomène d'élastique tendu. Gazprom, c'est quand même une grosse boîte. Il y a quand même le dividende qui avait été doublé, donc il y a un gros dividende. C'est plus en aspect moyen-long terme là-dessus, donc pour jouer également le dividende. Et graphiquement parlant, on est en train de revenir sur l'ancien niveau qui avait validé le breakout, et donc la cassure. Donc après, pareil, est-ce que c'est 5,30 qui va tenir? Est-ce qu'on va aller jusqu'aux 5 $? On n'en sait rien, mais on sait qu'en gros, cette zone-là, c'est potentiellement une zone très intéressante pour acheter du Gazprom. Ça reste une valeur russe, bien entendu.
avec tout ce qui est lié au gouvernement, mais c'est comme ça. Poxel, c'est la même chose, on pouvait se dire, tiens là on revient sur un bon niveau graphique. Non, non, non. Ici, ça a donné illusion, ça a fait le rebond. J'ai pu me décharger correctement là. Mais derrière, bam, on casse cet autre support oblique. Donc après, il reste les 7,30 €, voire les 7 €, voire les 6,70 €, on n'en sait rien. On sait juste se dire que quand même, c'est un bon prix pour Poxel, mais le marché peut décider de continuer de dégueuler s'il a envie. Donc il faut éviter d'envoyer toutes ces cartouches. Renault, c'est pareil, hein, on peut se dire que Renault à 22 €, hein, c'est cadeau, clairement. Hein. À l'académie, c'est ce qu'on dit, mais on se le disait à 25 €, on se le disait à 29 € également. Bref, à un moment donné à un autre, bien entendu, que ça va être cadeau et que le marché va le réaliser et va faire rebondir. D'ailleurs, aujourd'hui, on a tenté un petit rebond. Ça reste un tout petit rebond technique, hein, de rien du tout. J'y ai participé d'ailleurs, mais derrière, voilà, c'est très compliqué. Il va falloir que le rebond soit un petit peu plus fort, que derrière, il y ait la consolidation, congestion, et après, petit à petit, on pourra se dire, ok, on a quelque chose d'un petit peu plus mature pour jouer le rebond de Renault. Là, on le voit, ça a été le couteau qui est tombé, l'élastique qui est tendu, donc on sait qu'à un moment donné, il va se détendre. Voilà, mais c'est toujours pareil, à trop anticiper, on se brûle les doigts. Seb, pour l'instant, la zone des 110 € continue de tenir, donc tant que c'est le cas, on a un repère. Au niveau de Sanofi également, on reste positif à long terme, alors ça consolide un petit peu, mais ça reste quand même au perché, donc ça reste quand même assez défensif comme valeur, même si aujourd'hui ça a quand même pris moins 5% dans la figure. Mais l'idée, voilà, c'est, je dirais, cette zone des 82 € là, en biseau descendant, qui reste en mode support. 81, 82 € en mode support. SQLI également, c'est une valorisation qui peut être attractive. Après, voilà, on va continuer de chercher. Rien ne nous indique qu'on ne va pas venir chercher à nouveau les 17 €, voire cette oblique aux alentours des 17,50 €, etc. Donc on laisse faire pour le moment, j'ai pris une position, mais derrière je sais que voilà, j'ai en réserve l'idée de me dire si on revient sur les 17,70, j'accumule. Et par contre si on casse, il faudra accepter d'avoir anticipé, de s'être planté et donc de prendre la perte. Au niveau de target, on consolide. Donc pour l'instant, je trouve que malgré la baisse sur ces 2 dernières semaines, on reste plutôt dans les clous. Donc on a une congestion qui est toujours intéressante et on reste toujours au-dessus du gap, au-dessus duquel on va rester positif. Technip, c'est pareil. Hein, je veux dire, fondamentalement parlant, on peut se dire en effet que c'est une opportunité, mais c'était le cas à 12 €, c'était le cas à 13, à 14 et à 15. Donc voilà, et là, il n'y a plus de repères. Donc sur Technip, j'avais cette oblique ici, cette semaine. Et le marché s'en est complètement foutu. Mais alors, royal. Hein. Donc là, on ne sait plus où on va. En plus, l'OPEP, bien entendu, a rajouté une couche. Donc voilà, c'est compliqué. Il faut attendre. L'élastique tendu, il faut attendre qu'il se détende. Et derrière, on commencera à avoir des acheteurs. Mais pour l'instant, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. TF1, c'est pareil. Il y a du rendement. On peut se dire que potentiellement, c'est sous-valorisé. En effet aussi. Mais graphiquement parlant, on le voit. Après avoir fait un bon milieu de février, on a tout recassé. Et là, on a cassé cette oblique ici. Donc après, bon, il y a encore des supports, il y a encore des repères sur TF1. Mais voilà, c'est pas très bon, quoi. Total, c'est pareil. Ouais, Total, c'était pas cher à 40 €, c'était pas cher à 39, à 36, à 38, à 37. On sait pas, ça peut aller derrière à 36, 35. Bon, après, quand on prend du recul un petit peu quand même sur Total, on se dit que déjà là, on commence à taquiner une zone assez importante, hein, de soutien. Mais bon, c'est un marché où on se dit que potentiellement, on n'est pas à l'abri de revenir sur les 33. Éventuellement, on n'en sait rien. Et surtout, bon, il ne faut pas se dire qu'on va y aller d'une traite. Potentiellement, on fera un rebond et puis on ira une seconde vague plus tard. Donc c'est ça l'idée. Donc là, pour l'instant, on continue de pas mal tomber. Les 37 € éventuellement serviront de soutien. On n'en sait rien. Il faut que le marché valide. Ubisoft, là, ça continue de tenir pas trop mal, on va dire. Donc au moins, on a des repères. C'est ça l'avantage. Et on sait que voilà, si on commence à passer sous les 63 €, 61 €, ça va commencer à devenir beaucoup plus compliqué. Mais pour l'instant, ça reste ok. Valneva, c'est pareil. Tant qu'on tient cette zone des 2,60 à 2,59, là, on se dit que voilà, c'est une zone de soutien.
Si on passe en dessous, ça sera un petit peu plus compliqué, mais pour l'instant, ça tient. Verimatrix, j'ai profité des résultats pour sortir de ma position. Et voilà, pour moi, c'est pareil. Hein, tant qu'on ne casse pas cette oblique-là, on ne valide pas le retournement aussi sur Verimatrix. Donc j'attends maintenant d'avoir des nouveaux signaux pour rentrer. Voltalia, on en a parlé, et Wavestone, pour terminer. On a un beau biseau descendant. On a fait un bon rebond de bas en haut cette semaine. Et là, on est en train de revenir chercher le bas. Tant que ça tient, on reste plutôt ok, on peut décider d'acheter pour jouer la casse sur la hausse, mais dès que ça va casser par le bas, faudra pas avoir de seconde idée, parce que très rapidement, on ne sait pas, hein, si le marché veut continuer de broyer du noir, on peut revenir sur les plus bas. Donc tout peut aller très très vite, très volatile, donc il ne faut pas hésiter à avoir des stops. Il ne faut pas hésiter potentiellement à rester hors du marché si c'est trop volatile pour vous et ça ne correspond pas à votre profil. Ou alors il faut avoir une très grosse... Il faut avoir un petit peu de bouteille et surtout une très grosse profondeur de portefeuille pour faire des allers-retours, mais ça c'est très fatigant, très usant et clairement voilà, on ne dure pas à faire ça. Donc j'ai donné, je continue à le faire de temps en temps, mais clairement c'est pas la bonne approche si on veut vraiment, je dirais, quelque part avoir le meilleur ratio suivi des marchés et profitabilité, hein, clairement. Et gestion de la fatigue. Donc n'oubliez pas voilà, de vous reposer ce week-end, comme le week-end dernier, hein, ça sera nécessaire parce que clairement ça va continuer d'être volatile, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, les rebonds qu'on aura, clairement il va falloir, on travaille les petites unités de temps là, clairement. Donc j'espère que cette vidéo, même si elle était longue, très longue, elle est la plus complète possible pour vous aider à rester le plus objectif possible. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air également, ça me fera toujours plaisir, à partager cette vidéo également avec toutes les personnes que vous pensez que ça peut aider également à y voir plus clair. À vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas non plus mes autres publications. Et je vous retrouve moi dans les commentaires pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous pensez vous du marché, qu'est-ce que vous avez en portefeuille, quels sont vos retours, quelles sont vos propres analyses également. Et ou alors tout simplement juste un coucou, ça fait également toujours plaisir, je me ferai une joie de vous répondre. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi donc pour de nouvelles aventures, des sacrées aventures en ce moment boursières. Excellent week-end à vous les graphes, salut.